Alors, nous allons démarrer le webinaire. Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Voiret, je suis très content de pouvoir conduire ce webinaire avec vous, parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne, c'est comment, en tant que dirigeant ou directeur commerciaux, que devons-nous exiger de notre direction marketing et comment on peut faire l'alignement entre le marketing et le commerce. Alors ça vient c'est une première webconférence par rapport au livre qui est sorti il y a un peu plus d'un mois, qui s'appelle Les nouvelles machines de guerre commerciales, qui était l'occasion effectivement de pouvoir, sur plusieurs centaines de dirigeants, de pouvoir identifier quelles étaient les entreprises qui surperformaient leur marché et qui faisaient de très belle croissance, et d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'elles avaient mis en place en termes de machines commerciales. Et bien sûr, machines commerciales incluent à la fois les ventes et aussi le marketing. Et donc c'est ce qu'on va voir, c'est comment faire travailler à la fois le marketing et les ventes. Voilà. L'organisation du webinaire, je vous l'ai expliqué juste avant, par téléphone. Vous posez des questions sur le chat et une vidéo à la demande sera mise en ligne. Ensuite, dans les prochains jours. Voilà. On va pouvoir démarrer. On va démarrer par une question de base qui est: quelles sont les missions du marketing? Quand on interroge une cinquantaine ou une centaine d'entreprises pour essayer un peu autour de nous, voilà, quelles sont les missions du marketing? En général, ce qu'on va avoir comme type de réponse, c'est premièrement, le marketing contribue à la reconnaissance de la marque, ce qui va bien sûr influer même indirectement sur les ventes. Ensuite, on va voir qu'effectivement le marketing a généralement comme prérogative de s'occuper des mailings, en tout cas toute la communication de masse, les ventes étant effectivement sur le one-to-one, et puis on utilise le marketing, fait les mailings vers les prospects, les clients, etc. On va voir aussi qu'il va s'occuper de tous les matériaux pour les commerciaux, les brochures, les success stories, les plaquettes, etc. Et bien sûr l'organisation des salons. Et puis le dernier point, c'est qu'il gère le site web, qui est un gros travail. On aurait pu faire même une webconférence uniquement là-dessus, comment le site web contribue à la construction d'une machine de guerre commerciale. Alors, est-ce que ce sont les missions du marketing? Pas du tout. Pas du tout, parce que l'idée, c'est vraiment de casser cette idée que ce sont les missions du marketing et de partir sur un changement qui est radical en termes de psychologie, d'organisation et d'attitude, qui est la seule mission du marketing est de générer du chiffre d'affaires. Voilà. On va évacuer tout de suite une question, c'est, puisqu'il paraît qu'il y a plus de 65% des dirigeants, des PDG aux États-Unis qui ne croient plus au fait que le marketing peut contribuer à leur croissance. Donc on va évacuer cette question: pourquoi vous ne pouvez pas faire sans un marketing professionnel, en tout cas un bon marketing, un marketing qui est aligné sur les objectifs de vente. Voilà. Alors j'ai pris deux graphiques pour ça, qui me semblent très intéressants. Le premier, c'est une étude qui a été faite où on a interrogé des acheteurs dans le monde du B2B qui avaient déjà acheté une solution. Donc ce n'est pas une question d'intention ou autre, c'est vraiment l'acheteur vient d'acheter une solution et on lui pose la question, on lui demande comment s'est passé le premier contact avec votre fournisseur. Voilà. Alors on va voir que dans la majorité des cas, 54%, l'acheteur potentiel a fait une demande sur le site web du fournisseur et il a été rappelé par le fournisseur, donc c'est bien à l'initiative de l'acheteur. Ensuite, 33%, l'acheteur a appelé directement par téléphone le vendeur. 10%, il a chatté avec lui, il y avait un système de chat sur le site et donc la conversation a pu s'engager de cette manière-là. Et puis, 3%, il a été appelé à froid. Alors, appelé à froid, c'est ce qu'on fait depuis quelques dizaines d'années. Ce que souvent les commerciaux ont le réflexe de faire, c'est de prendre une liste de prospection ou à cibler et d'essayer de contacter directement les gens pour les pitcher sur sa solution. Voilà. Les statistiques de l'appel à froid sont à peu près tous les mêmes, donc maintenant il y a vraiment une cohérence de retour d'expérience. Et j'en parlais même il y a moins de 2 semaines avec un ami qui malheureusement est tombé dans cette dérive-là et qui était en souffrance. C'est que le taux, c'est que sur 100 coups de fil passés de cette manière-là, on arrive à obtenir 3, 4, 5 conversations intéressantes. Et de ces 3, 4, 5 conversations intéressantes, on va avoir un rendez-vous. Donc on est sur le 1%.
Voilà, et c'est vraiment ce qu'on retrouve dans la vraie vie et qu'on retrouve également, bien sûr, dans toutes les statistiques qui ont pu être faites euh, sur cette méthode de prospection. Donc, ce que ça montre et ce que montrait ce premier graphique, c'est effectivement le fait que d'abord, c'est à l'initiative. Voilà, c'est vraiment à l'initiative, c'est l'acheteur qui contrôle la prise de contact. Le deuxième graphique, explique que 57% de la décision d'achat, du process de décision d'achat, est fait avant de parler à un commercial. Et c'est aussi une statistique euh, qui se retrouve notamment, par exemple, chez Marketo, qui calcule en fait le cycle de vente, quel est le moment où on a commencé à lui parler, le moment où il a commencé à interagir avec notre contenu, où on a eu son nom, etc., et le moment où il y a eu une conversation avec un vendeur, tout ça par rapport au cycle global jusqu'à la signature, et eux n'ont rien en dessous de 45%. C'est-à-dire s'il y a 300 jours entre le moment où on se découvre et le moment de la signature, les 45 premiers pourcents du process d'achat, il ne se passe aucune conversation avec le commercial. C'est pas de leur fait, c'est Google, l'internet, etc. a changé radicalement le comportement de l'acheteur qui va. Et puis il y a beaucoup d'offres aussi également, et puis l'information, il y a beaucoup plus de transparence globalement sur l'information, et il y a vraiment un changement de comportement où l'acheteur va se renseigner, va faire naître son besoin, va aller voir les différentes solutions, va essayer de comprendre toutes les dimensions de son projet avant de parler à un commercial. Je pense que ça tient moins d'une certaine défiance envers les commerciaux, mais davantage du fait que je peux avoir beaucoup plus d'informations, je vais aller plus vite et je vais avoir je vais avoir une prise de décision qui va être plus objective parce que je contrôle ce que je lis et quand est-ce que je veux arrêter de le lire ou de l'entendre. Voilà. Donc les clients repoussent la conversation avec le vendeur. Donc le vendeur n'est là qu'un peu en fin de processus, dans la deuxième partie du processus d'achat. Et donc, la conclusion naturelle voudrait être de dire on n'a qu'à attendre que le téléphone sonne ou que le fax crépite. Malheureusement, on n'est pas câblé comme ça. Et donc, il va falloir pouvoir lui parler. Alors, mais s'il n'accepte pas une conversation téléphonique, s'il n'accepte pas de rencontrer un commercial, c'est justement le travail du marketing qui est capable de porter un message et de parler à quelqu'un qui, même anonyme, qui vient sur notre site ou qui va consommer des e-books, des webconférences, etc., etc. Voilà, donc ça va être vraiment le travail du marketing. Le problème, c'est que si le marketing ne parle pas aux acheteurs potentiels, dans ces cas-là, il risque de ne pas y avoir du tout de conversation avec le vendeur. Donc c'est vraiment, dans le cycle de vente, c'est vraiment en amont du cycle de vente, bien avant euh, que le commercial soit dans la boucle. C'est vraiment le marketing qui va faire ce travail-là. Alors, c'est bien de dire que le rôle, la mission du marketing n'est pas de gérer le site web, faire des plaquettes, etc. Donc on va voir un peu ce que sont justement ces sous-métiers, comment s'articule son métier. Alors là, on a un graphique c'est vraiment un process, bon là, macro, mais qui est très très standardisé. C'est vraiment le standard dans toutes les sociétés, par exemple, de logiciels. Ça commence à l'être avec des sociétés de services comme SQLi, etc. On a un marketing en amont qui, lui, va faire des campagnes et va drainer des prospects plus en aval, dire vers les inside sales. Inside sales, c'est commerciaux sédentaires, qui eux vont faire le travail de qualification, des leads, d'identification, etc. Et vont passer ça à des commerciaux terrain. En général, ça va se passer de cette manière-là, qui eux vont vraiment travailler l'opportunité. Voilà, l'opportunité jusqu'au closing. Je passe sur le channel parce que là, effectivement, c'est pas l'objet. Et donc, on va voir quels sont ces ces différents rôles, ces différents métiers, le marketing. Le premier de ces rôles, c'est d'attirer les acheteurs potentiels. Ok, on ne va pas rentrer dans tous les types de campagnes et ce qu'on peut faire pour le faire, mais en tout cas, c'est attirer les acheteurs potentiels, se faire connaître. Ensuite, ça va être évidemment de structurer tout le contenu qui est disponible, les business cases, etc. Donc, c'est de travailler dans toute l'entreprise pour pouvoir récupérer cette information et la structurer. Et ça va être, troisième point qui est très important et de plus en plus important, c'est d'éduquer les acheteurs, les faire mûrir, faire naître le besoin. C'est hyper important, c'est ce que les Américains appellent entre guillemets le nurturing. On va éduquer les acheteurs pour les faire mûrir. Parce que s'il n'y a pas de besoin, il n'y aura pas de vente. Et donc ça ne sert à rien que les commerciaux passent du temps à faire de l'évangélisation et d'expliquer à un acheteur potentiel quel peut être son besoin. Donc il vaut mieux effectivement quand on va
pousser l'information, pousser le contact ou mettre en relation l'acheteur potentiel avec le vendeur, que le besoin soit déjà là. Son quatrième métier ensuite dans le processus, c'est effectivement de créer cette conversion, cette prise de contact avec les commerciaux ou vers l'achat. Alors ça, c'est dans les cas spécifiques où on fait du web marketing, mais dans la plupart des cas, c'est effectivement de créer la mise en contact et les moyens de mise en contact avec les commerciaux. Et puis, enfin, de pouvoir qualifier ces acheteurs potentiels pour qu'on ne donne que des acheteurs potentiels entre guillemets mûrs aux commerciaux, ce qui permet effectivement d'accélérer le cycle de vente. Voilà. Donc on comprend bien qu'il y a un entonnoir, et cet entonnoir où le marketing est en amont et les commerciaux sont en aval, là on va le voir ici par rapport au type de contenu, des types d'actions qui sont faites. Donc on voit bien qu'en amont, le marketing va effectivement faire de la publicité, va faire des campagnes, de la viralité, des e-books, etc., des vidéos, va faire du travail sur les médias sociaux, etc. Donc ça va être toute la partie pour se faire connaître et commencer à attirer des personnes en amont qui peuvent choisir de descendre dans l'entonnoir, ce qu'on appelle le funnel entre nous. Alors on est très jargonneux malheureusement, mais voilà, donc on est en haut du funnel. Ensuite, on va commencer à donner d'autres types de contenus en fonction de la maturité de l'acheteur potentiel. Ça va être les livres blancs, les fiches produits, des success stories, etc. Et puis ensuite, il y a ce moment absolument critique qui est comment je passe ce contact aux commerciaux. Et plus que je le passe souvent, c'est comment je l'aide à passer cette petite barrière qui est toujours un peu anxiogène, parce que même si on a un besoin, aller parler à un commercial est toujours quelque chose d'un petit peu anxiogène pour un acheteur. Enfin, on ne vend pas des maisons, des bijoux ou autres, hein, donc il y a toujours ce petit côté anxiogène. Et les commerciaux, ensuite, eux, vont avoir un discours qui n'est plus justement sur identifier ou faire naître le besoin, mais on va plus travailler sur les tests, la démo, démontrer le retour sur investissement de la solution ou de la prestation de service, pouvoir faire des cotations, négocier prix, etc. Et puis tout ce qui est travail d'une opportunité jusqu'à la signature. Voilà. Donc on est vraiment sur un funnel. Et si on veut commencer justement à essayer de voir si on peut commencer à aligner entre la direction marketing et la direction commerciale, je vous invite à aller poser une simple question à votre directeur marketing ou une petite réflexion. Vous dites bienvenue dans le funnel. On va voir un peu, effectivement, c'est un peu provocateur, mais c'est de voir si on est bien sur la même longueur d'onde et sur les mêmes objectifs. Alors, autre provocation, qui est souvent un peu plus perturbante, c'est quoi ton objet? Il est évident que si on veut aligner la direction marketing et la direction commerciale, il est essentiel qu'on ait les mêmes structures de revenus individuels et que si un commercial, comme tous les commerciaux, a un quota à atteindre, il a un objectif qui est exprimé en euros, il est nécessaire que le marketing puisse partager ce même objectif. Donc ce qu'on va voir juste après, c'est comment on va identifier le fait que quel est le montant d'objectifs qu'on peut fixer à une direction marketing. Maintenant, je vous rassure, on est là dans la best practice des directeurs marketing qui ont des objectifs chiffrés, je peux parler pour le marché français, et qui ont une variable de leur revenu qui est assise sur leur objectif. Il y en a moins que les doigts d'une main. Voilà, donc on est vraiment au tout début encore de la professionnalisation, mais si on veut aller au bout de l'alignement, effectivement, on doit travailler sur l'objectif. Alors, quel peut être le volume d'objectifs qu'on peut demander? En moyenne, la statistique, c'est que le marketing génère 30% du chiffre d'affaires. Voilà. Là, on est sur des statistiques qui sont plutôt dans le secteur des solutions, logiciels, matériels, etc. Mais c'est ce qu'on arrive à constater. On est sur une moyenne. Maintenant, en général, on n'est pas là pour aller atteindre la moyenne, on essaye d'aller plus loin. Les machines commerciales et marketing qui sont les plus optimisées, je pense à des sociétés comme Marketo que je citais tout à l'heure par exemple, ou pour être, si on peut parler de la France par exemple, d'une magnifique société Talend qui est rentrée en bourse dernièrement et qui fonctionne très très fort, y compris à l'international, on a des machines optimisées qui peuvent atteindre 80% des opportunités. Vous connaissez peut-être, ou vous avez entendu parler peut-être, ou vous avez peut-être l'illusion qu'on peut créer des machines commerciales qui ne traitent que de l'entrant et où le marketing va être responsable de
100% des opportunités qui vont être travaillées et du chiffre d'affaires. Personnellement, je n'en ai jamais vu de vraies sociétés, je veux dire de sociétés déjà un peu plus établies, qui vont faire plus de 50, 100, 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Dans ces sociétés-là, c'est une illusion d'arriver à faire 100%. Donc il restera toujours un quota qui est de la prospection directe. Mais voilà. Alors ce qui est important aussi de voir, c'est que pour ces opportunités-là, pour ces objectifs-là, ils sont généralement indexés sur non pas le chiffre d'affaires, puisqu'en fait le directeur marketing souvent n'a pas la main sur ce qui va être le vrai travail de closing, etc. Ça va être sur l'évaluation soit en euros, soit en nombre, des opportunités qui ont été poussées aux commerciaux ou qui est issu directement du travail marketing. Donc ça, c'était pour vous donner quelques indicateurs. Marc Benioff, le PDG de Salesforce, disait si le directeur marketing n'est pas le meilleur ami du directeur commercial, c'est l'échec assuré. Donc il dit à peu près la même chose que moi, il le dit bien mieux. Alors je recommande pas en général l'alcool, mais l'apéro peut fonctionner effectivement ainsi pour qu'ils soient amis. Dans la vraie vie, ça va nécessiter tout un ensemble de mises en pratique et ne pas faire le fait qu'ils puissent travailler ensemble n'est malheureusement pas un travail qui va se faire de manière empirique et artisanale. Voilà. Donc on va devoir définir qu'est-ce que ça veut dire de travailler ensemble. Alors, donc la question est, là on est vraiment au cœur du sujet, mais que doit nous donner le marketing? Voilà, pour être clair, pour qu'on soit efficace et que ça fonctionne. Le premier point, le marketing doit nous donner des leads qualifiés. Des leads, excusez-moi du jargon, des acheteurs potentiels qui sont qualifiés. Voilà ce qu'il doit donner aux commerciaux. Le deuxième point, c'est un contexte. On va voir, alors j'essaie de simplifier au maximum, donc je parle que de la qualification des personnes qui sont remontées et du contexte pour essayer de rendre les choses simples. Alors, les leads qualifiés, qu'est-ce que c'est? Ces acheteurs potentiels qualifiés. D'abord, et ça c'est la toute première brique, ce sont des acheteurs potentiels qui correspondent aux cibles que les commerciaux veulent atteindre. Ça semble tout bête, sauf qu'on a tous des définitions plus ou moins variables des cibles qu'on veut attaquer. Donc nous ne souhaitons pas que le marketing nous remonte des photographes ou des danseuses, forcément. Et si on cible des directions métiers digitales dans des sociétés de biotech à Genève, il ne faut pas nous remonter des DSI chez Total. Donc ça va être très précis en termes de fonction, de département éventuellement dans l'entreprise, la taille de l'entreprise, le secteur de l'entreprise, sa localisation, etc. Donc ça, il va falloir que on définisse ensemble, on verra qu'on doit définir ensemble ce qui correspond à nos cibles. Le deuxième point, c'est bien sûr des acheteurs potentiels qui sont sensibilisés et qui connaissent notre marque, qui connaissent notre offre. Voilà, ce sera effectivement beaucoup plus rapide de pouvoir rentrer dans le travail commercial. Le troisième point, c'est des acheteurs potentiels qui ont un besoin. Alors, il ne faut pas avoir d'illusions, ce n'est pas parce qu'un acheteur potentiel remplit un formulaire ou a cliqué sur un e-book ou a regardé une webconférence, etc., qu'il a un besoin. Ça, le marketing de manière automatisée peut identifier des signaux de besoin, mais la seule manière de pouvoir détecter un besoin reste le bon vieux coup de fil, les 5 minutes au téléphone qui permettent de poser les quelques questions qui nous permettent de savoir s'il y a vraiment un besoin derrière la personne qu'on nous remonte. Voilà. Alors je mets SDR, c'est effectivement si le marketing a cette petite équipe SDR pour Sales Development Representative. Il y a beaucoup de noms derrière on a SDR, BDR, téléprospection, certains les appellent Inside Sales, etc. Le mot n'est pas important, ce qui compte c'est une équipe qui, elle, va passer des coups de fil relativement courts pour aller qualifier une personne, un besoin. On vérifie aussi bien sûr que le numéro de téléphone, l'adresse email sont bons, des points de contact fiables, et c'est cette petite équipe qui va qualifier le fait qu'il y a un besoin. Est-ce que cette petite équipe doit être côté marketing ou côté commerce? La best practice, normalement, est de le mettre du côté marketing, voilà, mais ça c'est sur le papier, parce que dans la réalité, ceux qui mettent en place ces organisations-là, dans 60% des cas, cette équipe-là se retrouve côté commerce. Voilà.
Mais aujourd'hui, ce qui est recommandé, c'est quand même plutôt de la mettre du côté marketing, ce qui permet effectivement que le marketing, quand il va délivrer un lead, un acheteur potentiel au commerce, il ne puisse pas être rejeté parce qu'il y a déjà une pré-qualification qui a été faite et donc on évite cette guerre incessante entre le marketing et le commerce. On va continuer à voir comment éviter justement de tomber dans ce cercle vicieux de la guerre incessante. Donc on a vu d'abord la qualification. Il va falloir y avoir des qualifications pour que les deux équipes puissent vraiment travailler ensemble. Le deuxième point, c'est le contexte. Le contexte, est bien sûr extrêmement important puisque c'est ce qui va permettre au commercial d'aller beaucoup plus rapidement. Donc, la première chose que vont demander les commerciaux, c'est un historique des actions de cet acheteur potentiel. Qu'est-ce qu'il a fait, comment il a interagi avec notre contenu, etc. Tout ce qu'on peut avoir sur ces actions. Au-delà d'avoir des informations sur lui, ça c'est ce qu'on a vu avant, et puis ça va être bien sûr des alibis. Alors est-ce qu'il a vu la page des prix, est-ce qu'il a vu un business case? Ça c'est très important parce que derrière dans la conversation commerciale, s'il a vu et téléchargé la success story de votre client X, vous n'allez pas lui envoyer et lui parler de cette success story là, vous allez lui envoyer une autre bien sûr pour enrichir sa perception de votre offre. Ensuite un contexte de compte, ça c'est très important parce que le contexte du compte, c'est ce qui va permettre de savoir sur quoi on va appuyer et comment on va organiser le discours. Alors la première des briques, c'est les événements sur les sociétés. L'événement sur la société, ça va être par exemple savoir qu'il y a eu un changement de direction, il y a eu un changement de PDG, ou il y a eu un changement de direction du business unit, qu'on est en train de lancer un nouveau produit, qu'il y a des fusions-acquisitions qui sont dans l'air, ou que la société a été rachetée, etc. En fait, toutes ces informations, il faut les structurer. Alors, je ne vais pas aller trop longuement là-dedans parce que c'est vraiment pour le coup ce que je vends chez Ecosystem et je ne fais pas une webconférence promotionnelle. Donc c'est tous ces événements qui vont permettre de prendre, mais c'est aussi, par exemple, qui sont les concurrents qui sont en place. Et ça, c'est très important parce que c'est ce qui va permettre au commercial dès le début, de se différencier. Si on est capable, le marketing capable de lui dire qu'effectivement, il y a tel concurrent qui est déjà dans la place, soit qui parle à ce même interlocuteur, soit à un autre, je vais pouvoir tout de suite me différencier, voilà, sans avoir forcément à taper du sucre sur le dos sur mon concurrent. Et puis, bien sûr, est-ce que la personne à qui je parle connaît déjà mes clients? Voilà, tout simplement, parce que ça, je vais pouvoir utiliser tout un ensemble de techniques qui vont me permettre d'aller beaucoup plus vite dans le cycle de vente et dans le fait de convaincre cet acheteur potentiel. Ensuite, ce dont on a besoin des éléments concrets pour pouvoir prioriser. Quand le marketing remonte 50 ou 100 acheteurs potentiels par jour, il est mieux de pouvoir les prioriser. Voilà, et pour ça, on utilise le marketing généralement utilise du score, c'est-à-dire il va attribuer des points justement en fonction des actions, le fait qu'un concurrent soit dans la place, le fait qu'il y a telle activité, le fait qu'il est très engagé avec nous, pas, etc. On va utiliser des points, et ça, ces points vont être un élément objectif de pouvoir prioriser les acheteurs potentiels. Et puis bien sûr, idéalement, il faudrait que toute cette information soit dans votre CRM parce que c'est quand même l'interface privilégiée des commerciaux. Voilà. Alors, il va nous rester deux slides qui sont les 8 conseils que je pourrais formuler de mise en pratique. Des petites choses qu'on a découvertes avec le temps et qui permettent de s'assurer que cet alignement peut vraiment se faire. Parce que la technologie, tout ça est très bien, mais on se rend compte que le diable est parfois dans les détails. Alors le premier conseil que je pourrais formuler, c'est inviter le directeur marketing à participer aux réunions commerciales. Alors, réunion commerciale hebdo, peut-être que c'est un peu lourd. Au pire, on peut opter pour le fait de faire une réunion entre la direction commerciale et la direction marketing tous les 15 jours. Hein, c'est déjà pas mal. Voilà, mais en tout cas que ce soit régulier tout au long de l'année parce que le directeur marketing a besoin de feedback constant des équipes commerciales. Voilà. C'est un peu lié avec le deuxième point qui est de définir précisément avec lui ce qu'on attend, quel est le lead, quel est le profil de cet acheteur potentiel. Les commerciaux les rencontrent sur le terrain, ces acheteurs. Donc, c'est eux qui ont la meilleure information sur ces acheteurs-là. Voilà, ça ne sert à rien de se reposer sur quelqu'un d'autre. Donc, les commerciaux connaissent intimement leurs interlocuteurs, savent ce qu'ils lisent, leurs sorties, quand est-ce qu'ils sont là, etc., etc. C'est vraiment tout leur profil et toutes les informations qu'ils peuvent avoir sur le secteur.
De son côté, le marketing a justement besoin de bien pouvoir segmenter ses messages et de bien pouvoir filtrer ce qui va remonter. Donc, il doit, comme les commerciaux, il doit manger, dormir, être obsédé par son acheteur cible. Voilà, c'est vraiment, ça doit être son obsession parce que tout va découler de ça. Et si je parle à un directeur métier digital, ce n'est pas comme si je parlais à un directeur marketing, pour prendre cet exemple-là, et mon message va être, les messages marketing vont être complètement différents. Je parle même au-delà du filtrage. Troisième conseil, on va définir un process très clair de traitement de ces acheteurs potentiels. À quel moment ils vont être passés à l'équipe de téléprospection, Inside Sales, SDR, etc. Je ne sais plus comment les appeler, mais en tout cas cette petite équipe qui va qualifier le besoin assez rapidement et va faire pouvoir faire naître l'opportunité. C'est à quel moment on va le passer, comment ça va être traité, comment ça va être requalifié, comment ça va être passé aux commerciaux, avec quelle information autour de ce contact-là. Voilà, donc ça c'est vraiment le process clair, à quel moment on va recycler un acheteur potentiel qui est descendu dans l'entonnoir parce qu'il n'est pas assez mûr, comment on va rejeter aussi certaines personnes parce que ce sont justement des photographes ou des danseuses. Tout ça doit être défini assez clairement. Ensuite, alors là on est vraiment pour éviter la guerre. Ce qui compte, ce qui est important, c'est de voir que l'alignement entre le marketing et le commerce, le bon alignement, va mettre plusieurs mois à se mettre en place et à être réellement productif. Et donc, la première des choses, c'est bien sûr, il faut traiter tous les leads que le marketing va remonter. Voilà. Sinon, c'est le reproche immédiat, ça ne peut pas fonctionner parce que vous ne les traitez même pas. Alors surtout, justement, au moins pendant les 2-3 premières semaines, ce qui est très important, c'est de forcer les commerciaux à traiter tout ce qui remonte, même s'il y a du photographe ou de la danseuse, parce que si on les laisse faire en best effort, vous savez comment sont les commerciaux. Ils vont en traiter quelques-uns, ils vont voir qu'au début, il n'y en a que 5% ou 10% qui sont intéressants, et ils ont d'autres choses plus intéressantes et plus productives à faire, donc ils vont juste arrêter de traiter les leads qui sont montés par le marketing. Donc au moins au début, le temps qu'on arrive justement à calibrer la machine, c'est hyper important que les leads soient tous traités. Voilà. Si au bout d'un moment, vous avez la chance effectivement de signer des deals et que le deal a été amené par le marketing, eh bien c'est évidemment le moment d'ouvrir une bouteille de champagne. Ce ne sera pas trop pour renforcer ce projet. Et puis, il faut calculer les taux de conversion. Combien de personnes descendent quand on descend dans cet entonnoir? Quels sont les taux de conversion? Combien d'acheteurs potentiels vont être traités par les SDR? Combien vont donner lieu à du rejet, à du recyclage ou au fait de continuer de passer à des commerciaux? Combien les commerciaux vont pouvoir joindre ces personnes, etc. Et combien d'opportunités vont en être et combien de deals à la fin ça va pouvoir générer? Donc, ces taux de conversion, c'est pas la peine de le faire toutes les semaines. Si on en fait trop, on va s'étouffer. C'est de les faire au début et puis de les faire, par exemple, ce que je conseille en général, c'est tous les trimestres d'aller refaire ces taux de conversion, ces métriques qui nous permettent d'affiner, de trouver tous les petits grains de sable qui vont se mettre dans cette machine marketing commerce. Voilà. Le septième point, on en a parlé, il faut que le marketing ait un objet, donc on va fixer l'objectif sur les volumes ou les nombres d'opportunités qui sont générées, et bien sûr on va le mesurer pour être sûr. C'est un commercial, il sait toujours combien il a fait de son objectif. À quel moment, vous pouvez lui demander le 17 avril, il peut vous dire où il en est de son objectif annuel. Il va falloir que le marketing l'ait aussi, parce que sinon ça n'a aucun sens de lui donner un variable et un objet si on n'est pas capable de mesurer et qu'il n'a pas une visibilité qui est assez claire sur sa réalisation de son objectif. Voilà. Donc, je passe rapidement. Et puis un dernier point que je voulais souligner avant qu'on s'arrête, c'est que le métier marketing, c'est un métier qui est très complexe parce qu'il s'adresse à pas seulement un type d'acheteur, mais sur beaucoup de canaux, avec beaucoup de messages différents. Et donc c'est un métier qui est à la fois créatif, mais à la fois technique aussi. Et voilà, le conseil qu'on peut donner, c'est si vous ne savez pas faire son métier, n'essayez pas. Voilà. Euh, Parce que c'est justement d'essayer de tout faire qui fait que les machines ne fonctionnent pas. Donc c'est vraiment de pouvoir spécialiser chacun. Et comme le directeur marketing ne sait pas closer un deal, créer un sentiment d'urgence pour pouvoir obtenir une signature plus rapidement. Voilà. Nous allons
Nous avons traité le sujet, nous allons passer aux questions-réponses et je vais arrêter l'enregistrement de la vidéo. Je vous remercie tous. Si certains doivent partir, et je comprends, on est à 28 minutes. Je vous remercie et je vous souhaite une belle journée. Merci. Voilà.